RCM. Le son de la différence. Bonjour Sarah. Bonjour. Je crois que j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Sarah. Joyeux anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, 49 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Sarah, merci Jean-Luc pour l'improvisation de ce petit montage, c'est sympa. 49 ans d'une vie bien remplie. Aujourd'hui, tu es directrice d'un célèbre établissement dans la vie des Nancéens, des Français et des Françaises. Un signe d'espoir quand il a été créé, un symbole fort du vivre ensemble. Oui, je suis la directrice de la Sécu de Meurthe-et-Moselle, de la Caisse primaire d'assurance maladie. J'y suis depuis 8 ans, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les organismes de sécurité sociale, Caisse primaire d'assurance maladie, mais également Caisse d'allocation familiale, parce que j'ai toujours voulu, moi, bosser plutôt dans le service public. Et je trouve que à la Sécu, non seulement il y a des métiers qui sont merveilleux, mais on fait aussi une belle mission. On a un système qui nous est souvent envié, et moi j'y suis bien. Et je suis contente de ce que je fais. Alors, on la critique un peu, notre Sécu, sur sa lenteur, sur son administration, non? C'est quand même des choses qu'on entend. Or ça, on entendait ça il y a 20 ans. Ouais. Depuis, les choses ont bien changé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un peu un changement, ouais. Depuis 20 ans, on va dire, les choses se sont énormément accélérées parce que, tout simplement, un service public, c'est comme une entreprise. Hein. On est jugé à la qualité du service qu'on rend. Et on a mis un peu les bouchées doubles pour dépoussiérer un peu notre institution, moderniser nos circuits, se numériser pour avoir effectivement un système qui permet de verser des prestations plus rapidement, être beaucoup plus en contact. Ça fait du bien quand même, mine de rien. La carte vitale a changé quand même. La carte vitale, ça a été une sacrée révolution, quoi. La carte vitale, sans la carte vitale, on payait précédemment à peu près en 30 jours des feuilles de soins, quoi. Le délai de remboursement, c'est super important. Voilà, délai de remboursement aujourd'hui, carte vitale moins que 5 jours, quoi. Donc effectivement, donc révolution ou innovation majeure, mais il y en a eu plein d'autres. Donc il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, et c'est normal parce que je crois que les Français sont attachés à la sécurité sociale. Tu nous en Donc si on un petit demande peu un mot d'où ça vient pour l'intuition de la Sécu. D'où ça vient, c'est pas l'État qui l'a créé en fait. Absolument. C'est tout le mouvement mutualiste en France qui, à la fin du 19e siècle, progressivement a construit des systèmes de couverture et puis une impulsion en sortie de guerre pour étendre la couverture à l'ensemble des citoyens français. Et puis ça a mis une vingtaine d'années pour aboutir à quelque chose qui aujourd'hui couvre l'intégralité de la population, avec aussi une amélioration permanente des prestations qui sont servies, la dernière en date étant le 100% santé il y a 2 ans, quoi. Alors, c'est vrai qu'on la date à Seconde Guerre mondiale, sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais toi tu remontes au 1880, tu remontes à ce mouvement mutualiste, Bourse du travail, les premières mutuelles. La première loi dans l'histoire de la sécurité sociale, c'est 1898 sur la protection contre les accidents du travail, quoi. Donc après, il y a eu en 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, une nouvelle impulsion dans les années 30, donc 1930 et 1932 sur la couverture par rapport à la famille et puis la branche maladie. Et puis après, effectivement, au sortir de la guerre, la création de l'institution sécurité sociale. Quand est-ce que tu fais le choix de la CPAM, de la CAF, de ces dispositifs Alors je le fais au sortir de mes études parce que moi j'ai fait des études de sciences politiques. J'avais un papa qui était donc père de 4 filles, qui tenait énormément à l'éducation de ses filles. Pour lui, ça a toujours été quelque chose d'important parce que ça permettait d'être autonome. Bon, donc il était très chiant par rapport
rapport à ça. Ils nous drivaient, ils nous laissaient pas beaucoup de choix. Donc moi, j'ai fait Sciences Po Paris et je me suis orientée plutôt sur la filière service public, qui est dans le panel des institutions ou des administrations qu'on peut accrocher en sortie. Il y avait effectivement l'EN3S, qui est l'École nationale de la sécurité sociale, qui forme les cadres sup et futurs agents de direction de la Sécu. Et parmi les concours que j'ai passés et que j'ai réussi, il y a eu celui-là. J'ai tenté l'ENA, je l'ai planté 3 fois. Bon. A posteriori, je le regrette pas parce que je trouve que être directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie, en fait, c'est un positionnement un peu hybride parce qu'on est un peu patron de PME d'une entreprise de service public. Donc on a pas mal d'autonomie locale, on gère du personnel, on a des projets. Pourquoi tu parles d'autonomie? Peut-être nous dire 2 mots de la gouvernance des CPAM? Tout simplement parce que peu de gens le sachent, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Donc je ne suis pas un fonctionnaire. Je suis une salariée de droit privé. Tous mes collaborateurs sont également salariés de droit privé. Et le Code du travail nous est applicable, même si on a une convention collective qui, dans son contenu, est assez approchante de ce qu'on a dans les différents statuts de fonction publique. Et la gouvernance, tu es directrice et tu rends des comptes à qui alors? Alors, je rends des comptes et à ma caisse nationale, donc à la Caisse nationale d'assurance maladie qui est à Paris, et à mon conseil, qui est un conseil de 24 personnes avec des représentants syndicaux, donc employeurs et représentants des salariés, et également donc tierce collège. Donc c'est ça qui a fait un peu la spécificité de la gouvernance française. Oui. Un choix. Un choix lié à l'histoire de la Sécu, qui, je le disais tout à l'heure, n'est pas d'impulsion étatique, et le fruit de la société. Donc, avec la volonté de maintenir une sorte de démocratie sociale à l'origine, même si avec les réformes successives, progressivement, les conseils ont perdu pas mal de leurs attributions. Alors du coup, ça veut dire que c'est la Caisse nationale qui gère plus. Alors quand tu dis, oui, maintenant c'est la Caisse nationale qui me nomme, qui nomme les directeurs. Alors qu'avant c'était en local. C'était les conseils. Oui. D'accord. Okay. Donc c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui nomme, oui. Qui elle aussi quand même reste paritaire dans la gestion, dans la gouvernance. Alors, la Caisse nationale n'intervient pas stricto sensu dans la gouvernance. Elle nomme les directeurs, elle contrôle les budgets. Après, au niveau local, c'est effectivement le conseil. Et le conseil, c'est intéressant parce que on a, via la représentation syndicale et puis le tierce collège, des gens qui sont sur le territoire. Et qui sont aussi une source merveilleuse de remontée d'informations et puis d'alerte par rapport aux services qu'on rend, et ça nous permet d'être très connectés au territoire. Ça veut dire qu'on a une CPM de subsidiarité, ou on va dire plus simple, une CPM qui tient compte des spécificités de son territoire? Alors, de par les textes, oui, et moi, je suis de par effectivement mon envie, ça me paraît super important. Mon souhait, moi, c'est que la CPAM soit vraiment ouverte à son territoire. On a vu là, durant la crise sanitaire, l'importance, on va dire, du territoire, parce que c'est là où c'est agile, là où on peut réagir, là où on peut s'adapter, là où on peut innover, là où on peut répondre rapidement. Donc oui, c'est un positionnement où à la fois, donc on a du national, parce qu'on est un service public et on a des offres de services qu'on essaye de décliner de la même façon sur l'ensemble du territoire, c'est l'égalité citoyenne, mais avec la nécessité aussi de s'adapter, parce que notre mission étant une mission de solidarité, c'est important d'être au contact avec les publics. Alors je voulais essayer de boucler un peu la boucle sur la CPAM, c'est l'occasion, on t'a sous la main, donc on en profite. Mais les grandes missions de la CPAM, ça peut se résumer comment ? Alors, il y en a... Ça fait un peu interrogation de la directrice vite fait. Non mais c'est pour qu'on comprenne bien, parce que on voit bien la carte vitale et puis le petit logo et puis le remboursement. C'est un peu plus que ça quand même. Alors oui, donc, en gros, il y a 3 grandes missions. Donc une mission de service des prestations, alors, tout le monde la connaît, mais ça reste important. Une mission d'accueil et de aller vers, où notre sujet, c'est aussi d'avoir des parcours de nos usagers qu'on adapte en fonction de leur degré d'autonomie.
donc en matière de relations clients, et une troisième grande mission qui tourne autour de la pertinence des soins. Donc on travaille aux côtés de l'Agence régionale de santé, en lien très fort également avec tous les professionnels de santé, pour essayer de construire des parcours de soins qui soient pertinents. Donc dit plus simplement, les meilleurs soins au meilleur coût, puisque on le sait aussi, hein, on a un système de santé qui est cher et on a aussi des enjeux un petit peu de maîtrise et d'identification de dépenses qui peuvent être inefficaces et qu'on pourrait faire autrement. Donc on a un gros travail qui s'amplifie sur notre territoire d'accompagnement, on va dire, des professionnels de santé, qu'on complète également par quelques actions de contrôle. Alors pour terminer sur la touche CPM locale, est-ce que le fait d'avoir un gros centre de soins en Meurthe-et-Moselle, comme on a un énorme et magnifique CHRU qui sera encore plus beau d'ici 2030, est-ce que ça a un impact sur l'activité de la CPM? Est-ce que ça renforce l'attractivité de la CPM de Meurthe-et-Moselle aussi? Alors pour nous, effectivement, c'est important. Donc on est en lien permanent fierté, avec. Même, oui, c'est une fierté. On est en lien important avec le CHU, sachant que le CHU est effectivement attractif au-delà de la Meurthe-et-Moselle, quoi. Donc oui, on a un lien permanent avec toutes les équipes du CHU sur les différents sujets qu'on a à traiter ensemble, quoi. Est-ce qu'on est du coup un peu terre d'innovation aussi du coup, parce que ce CHRU génère une activité, on s'en rend pas toujours compte, mais extraordinaire au niveau des PME, PMI, au niveau du soin privé aussi, bien sûr. On a Gentilly, on a Pasteur, on a quand même tout un écosystème de soins à Nancy qui est assez extraordinaire. Alors, ça c'est pour moi, Nancy a deux dimensions attractives. Effectivement, cette dimension soins. Je suis tout à fait d'accord. Le CHU est un pôle d'attractivité, un pôle d'innovation, un pôle de recherche, en dépit, oui, peut avoir des difficultés financières, mais au-delà de ça, je pense que c'est là où on peut construire plein de choses un petit peu nouvelles. Donc là, les soins, et puis c'est le monde étudiant, parce que le monde étudiant, c'est aussi tout le secteur de la recherche, et la combinaison des deux fait que la Meurthe-et-Moselle là-dessus a un certain nombre d'atouts importants. On a bien parlé du boulot. Ouais. On va s'arrêter un peu sur le boulot, parce que justement, il y a des moments où il faut savoir dire stop au boulot. Oui, tout à fait. On va en reparler juste après, justement, une bonne pause, justement celle où on va prendre le temps de respirer. C'était ONJP. I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet. Et Sarah Vidcock-Aubert. Rebonjour Sarah. Rebonjour. Musique, on sent une influence Tiane. Ah, tout à fait, et que je revendique, puisque dans mes origines familiales, c'est assez mélangé. Donc j'ai un quart de sang français, un quart de sang anglais, un quart de sang belge et un quart de sang roumain. Donc c'est un petit clin d'œil. Ah, c'est sympa. Exactement, à la Roumanie. Même si Goran Bregovic est bosniaque, mais cette musique tzigane vient de là, et pour moi, me donne la pêche à chaque fois que j'écoute. Ça nous a donné la patate. Alors on a quand même juste profité pour te faire une interview qu'on retrouvera dans l'émission de Lionel à la fin du mois de novembre. Enfin, bref, on a profité de ton passage. Là, voilà. Ça te donne la patate. Dis donc, c'est 4 belles alliances très différentes. Ça veut dire ça fait de toi une jeune femme européenne. Ah, tout à fait. J'ai toujours eu. Tu vis comme ça? Oui, tout à fait. J'ai toujours eu cet esprit européen très ancré. Je trouve que même si la construction européenne est quelque chose de difficile, on arrive quand même à faire des choses, et je sens moi une vraie identité européenne, quoi. Donc je suis fière tant de mes origines françaises que de mes origines roumaines, que de mes origines anglaises. Voilà, c'est très ancré en moi. Alors ce qui est ancré en toi, et je ne le savais pas en t'invitant, mais c'est aussi cette capacité de rebond. Alors voilà, donc le but de l'émission, vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est quand même de partager les ondes positives de l'invité. Et ce que je leur dis toujours, alors je le dis pas toujours aux auditeurs, donc je suis un peu en confesse à ce temps-ci, mais je leur dis, le but du jeu, c'est pas de faire des émissions bisounours, c'est de nous dire que tout va bien, c'est de nous dire quand ça va pas, comment vous rebondissez. Ta première date, c'est un rebond.
Tout à fait. La première date est un rebond. On est en décembre 95, donc je suis encore une jeune femme d'une vingtaine d'années. Mon diplôme de Sciences Po en poche, donc parisienne, voilà. Sciences Po Paris. Ça claque. Voilà, on y est. Voilà. Je poursuis mon chemin, donc je fais ma préparation au concours administratif que mon père m'a demandé de suivre. Bon, donc je bosse comme une malade, contrairement à pas mal d'étudiants. Je sors pas beaucoup. Le week-end, samedi, dimanche, c'est pas je soirée potasse. tzigane. Non, c'est pas soirée boîte de nuit, c'est pas soirée tzigane. Donc je bosse beaucoup, quoi. Et je passe les concours et je les plante tous. Il y en a pas un seul que je réussis. Et là, je me dis merde. Et mon père me dit à ce moment-là, je vais te payer un voyage. Je vais te payer un voyage à Madagascar. Tu vas partir 15 jours à Madagascar. On aurait pu s'attendre à une autre réaction. Tout à fait. Et là, il me dit, faut que tu ailles t'oxygéner, pars à Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce que lui, il avait fait sa coopération là-bas, en allant donner des cours aux enfants malgaches. Et puis, il voulait que je parte avec Nouvelle Frontière, parce que Nouvelle Frontière, à l'époque, c'était aussi Jacques Maillot. C'était Jacques Maillot. Voilà. Donc, militant de la démocratie du voyage. Donc, me voilà parti à Madagascar. Démocratie et puis voyage un peu culturel et solidaire. Enfin, tout à fait. Voilà, il y avait les deux aspects. Mon père était issu d'une famille très bourgeoise. C'était un intello et puis très rebelle aussi, quoi. Donc, il était très attaché. Un peu Maillot, quoi. Ça va bien. Exactement, un peu dans la même veine, quoi. Bon. Donc, me voilà partie à Madagascar, toute seule. J'avais jamais quitté l'Europe. Donc, première fois en Afrique. Je pars au mois de décembre avec 6-7 personnes que je ne connais absolument pas. Alors là, c'est pas le choc, parce qu'effectivement, on parle souvent de Madagascar comme un pays très pauvre. Alors oui, il y a le choc de la pauvreté. Mais pour moi, ça a été un moment d'ouverture, de prise de recul. Madagascar, c'est un mélange de couleurs où la terre est très rouge, il y a de la latérite. La végétation est très verte. Il y a des odeurs très fortes, il y a des saveurs très fortes, il y a des visages aussi très typés, il y a plusieurs ethnies qui vont du type africain au type asiatique, quoi. Donc une ouverture, il y a un environnement très fort et pour moi ça a été le petit moment où je me suis dit écoute Sarah, là c'est bien, t'es dans ta bulle, tu bosses, mais regarde un peu ton environnement, connecte-toi à l'environnement et je pense que c'est tout aussi important. Et c'est quand même un peu un choc d'ouverture au monde. Exactement. Parce que là, que j'ai toujours conservé après, où très souvent je dis à mes collaborateurs, arrêtez de vous regarder nous le nombril, faut aussi ouvrir des fenêtres et aller regarder ce qui se passe ailleurs, c'est important de se connecter un tout petit peu au monde externe, au monde hors sécu, au monde hors France, pour aller voir ce qui se pense, ce qui s'y dit, ce qui se bâtit. Je pense que ça fait une vraie richesse, quoi. Donc, je rentre après ce voyage fin décembre, je reprends mes études et là, je me mets à travailler totalement différemment. Donc, je refais une deuxième année en préparation des concours administratifs. Je sors, je travaille moins, je me connecte plus à l'environnement et là, en fin d'année, je passe mes concours. Je les réussis pas tous, mais j'en réussis certains. Et voilà, donc je continue mon petit bout de chemin comme ça. Et c'est là où tu as enclenché avec l'École nationale. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai réussi le concours de l'EN3S où je suis allée passer 18 mois à Saint-Étienne pour me former au poste de management supérieur de la sécurité sociale. Et là, tu quittes la région parisienne aussi, alors du coup, parce que tu as grandi. Ouais, je suis une Parisienne. Une Parisienne. Pur jus. Banlieusarde aussi un peu. Banlieusarde un peu, vu que j'ai vécu mon enfance dans l'Essonne, à Palaiseau. Donc je pars d'abord en Bretagne, à Quimper. Alors, tu pars à Saint-Étienne d'abord. Alors je pars à Saint-Étienne pendant 18 mois. Je rencontre mon mari là-bas. Ah, bah voilà, c'est pour ça que je sais pas pourquoi j'ai insisté sur Saint-Étienne, mais voilà. Je suis enceinte avant la fin de la scolarité. Donc donc l'ouverture au monde complète. Quoi. Complète. Et donc, mon premier poste est en Bretagne, à Quimper, en caisse d'allocation familiale, où j'y reste 3 ans. Avant de partir en région Rhône-Alpes, d'abord sur un poste, on va dire, de directeur financier en Ardèche, à Annonay, sur la caisse d'allocation familiale et la caisse primaire d'assurance maladie, puis sur un premier poste de directeur, donc sur les 2 caisses primaires d'assurance maladie de l'Ardèche du département.
Alors, comment on vit un couple en ayant autant de responsabilités de part et d'autre, je crois? Alors, effectivement, mon mari fait le même métier que moi dans le Voilà. département d'à côté. À chaque fois, vous on avez essaye réussi à de- trouver un département à côté? Ouais, on a réussi. Ça prend un petit peu de temps. Ah ouais. Là aussi, c'est pas simple. C'est effectivement quand, dans un couple, les deux ont des postes à responsabilité et puis on vit aussi d'avoir une vie familiale, puisqu'on a 3 enfants ensemble et on est heureux d'avoir 3 enfants ensemble, quoi. Je dis pas que c'est un long fleuve tranquille. C'est compliqué, c'est fatigant, on arrive à le faire, bon. Mais effectivement, il faut qu'on soit solide dans le couple, sur notre façon de faire, puisque chez nous, il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. On a 2 carrières professionnelles, on est tous les deux aussi présents à la maison et on le vit comme ça et on le vit plutôt bien. Deuxième date importante, donc on voit bien le déclic tremplin un petit peu d'un échec pour aller vers un élan, quoi, un nouvel élan. Deuxième date, un peu le même profil. Alors, un peu la même chose. Le principe, je redis pour Ouais. nos invités, 3 dates importantes dans la vie de l'invité qu'elle accepte de nous partager. Ouais. Ouais, un peu la même chose. Donc, décembre 2009, donc l'année, ça fait un peu plus d'1 an que je suis directrice des 2 CEPAM du département de l'Ardèche avec un challenge professionnel important, les fusionner. J'ai 37 ans, je viens d'avoir ma dernière fille, Anna, donc qui est en bas âge. Et puis, voilà, challenge professionnel que je veux relever. Alors, je bosse comme une malade, je compte plus mes heures, je commence à me lever de plus en plus tôt, à rentrer de plus en plus tard. Et puis, je veux pas rentrer parce que si on rentre, il y a la famille et puis la famille, ça prend du temps. Et puis quand on rentre, il faut que ça se passe vite parce que les tâches familiales, là aussi, faut pas que ça prenne d'autres temps pour retourner bosser, quoi. Donc je bosse et je commence à avoir mal à la tête, mal au cou, mal dans le dos. J'arrive plus à dormir. J'ai tellement mal que je me tape la tête contre le mur. Je vais voir un ostéo, 2 ostéos, 10 ostéos, trouve rien. Et décembre 2009. Je vais récupérer mes 3 enfants que ma maman avait gardés durant la période de congé. Des enfants, ça a envie de sauter dans les bras de la maman, quoi. Donc ils veulent me sauter dans les bras et là je les repousse, hein, et tout s'écroule, quoi. Le lendemain, je vais voir le médecin. Tu les repousses. Je les repousse, ouais. Je vais voir le médecin qui me dit, je pense que vous êtes en train de faire un burn-out, madame, quoi. Donc médecin, donc antidépresseur pendant 1 an, quelques séances de psychothérapie. Je refais du sport, donc ça a mis longtemps à remonter. Mais là aussi, rebond important, parce que ça fait 10 ans, j'ai changé certaines choses et je suis jamais revenue là-dessus. Donc je ne travaille plus le soir, je ne travaille pas le week-end, je ne travaille pas durant les vacances. La famille, je transige pas là-dessus. Le sport, je transige pas là-dessus. Et ça m'a donné aussi une autre façon d'appréhender les choses, et notamment dans mon rapport au temps. Faut pas courir, ça sert à rien. Faut apprécier le temps présent, c'est tout aussi important. Alors, quelque part, tu es sorti d'une bulle sur la première pour remettre une bulle. Tout à fait, parce que la vie est comme ça, quoi. On pense parfois avoir cranté et puis avoir progressé entre guillemets et puis ne pas retomber. Bah, des fois, ça retombe et on rebondit, c'est pas grave, quoi. La distinction entre les bulles qui enferment et les bulles qui prennent soin, qui sont dans le care, dans la bienveillance, c'est tout un travail. Tu sais, tu as pris du temps pour ça. Ouais, ça tout à fait. ouais. Troisième date importante, excuse-moi, mais le chrono tourne quand même, donc c'est un peu en contradiction avec ce que tu viens de dire, je suis désolé, mais ça s'appelle la radio. Troisième date importante, c'est un challenge plus professionnel qui t'a rendu heureux. Ouais, c'est la belle expérience du contact tracing que j'ai pu partager avec mes équipes, les équipes de la CEPAM. On est en mai 2020, sortie du confinement. Notre directeur général de l'époque nous annonce qu'on va temporairement changer d'activité et faire du contact tracing, c'est-à-dire passer des appels téléphoniques aux personnes qui sont porteuses de la Covid pour identifier leur cas contact et casser les chaînes de contamination. Il nous dit que ça doit démarrer dans 15 jours. Donc vous devez recruter du personnel. Alors, heureusement, j'ai plein de collaborateurs volontaires. Ça, c'est déjà plutôt sympa. Mais il y a un hic. Il s'agit de faire du téléphone. Il n'y a pas de téléphone disponible. Il n'y a pas d'ordinateur portable. Il n'y a pas de procédure de travail arrêtée, quoi. Et là, effectivement, grand moment d'angoisse pour se dire, mais alors, comment on va faire, quoi.
Et là, on a bossé avec les équipes informatiques, on a bossé avec les équipes métiers et des solutions on en a trouvé, même juste le week-end d'avant. Et le 13 mai, on démarre. Et on a réussi à démarrer. Donc, coup de boost. Là, effectivement, joli coup de boost professionnel, quoi. Et beau challenge et un grand sourire pour terminer l'émission. Tout à fait. Merci Sarah d'avoir pris du temps et de t'arrêter pour nous partager cette vie à la fois professionnelle et cet équilibre personnel qu'on n'arrête pas de construire tout au long d'une vie. Encore une fois, un petit message. Merci tout plein. Il allait nous le chercher encore ailleurs, celui-là. Il est incroyable. Jean-Luc Carle à la technique. Bravo Jean-Luc et merci. Merci. RCN, www.rcn-radio.org